Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans 11 Dito. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. On y va pour notre sommaire. Internet a du bon, bien évidemment, mais parfois du mauvais aussi. Nous le faisons pratiquement tous. Au moindre petit bobo, nous nous ruons, non pas chez le médecin, mais sur Internet pour pouvoir nous faire notre propre diagnostic. Mais attention, ces infos médicales sur Internet nous rendent-elles hypocondriaques? On en parle dans un petit moment. Les enfants ont aussi besoin de gérer le stress, on en parlera, mais on donnera surtout des solutions. Et puis en cuisine ensuite, avec un chef pour une recette, je sais, ce n'est pas l'habitude de la maison, mais nous aussi, nous savons mettre la main à la pâte. Et puis pour finir, pendant le mois de Ramadan, les fruits secs sont partout et sous toutes les formes. Mais quelle est la meilleure manière de les consommer? Eh bien, si vous souhaitez le savoir, vous êtes les bienvenus dans notre émission d'aujourd'hui. On démarre tout de suite, on y va. Merci beaucoup d'avoir choisi Média TV 11 Dito pour vous accompagner. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Je suis très heureuse de recevoir mes invités qui ont accepté de faire l'émission avec moi. Alors Zineb Lahmati, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Pareil. Vous allez nous montrer comment on peut aider nos enfants à gérer leur stress. C'est la période des examens, c'est la fin de l'année scolaire. Et donc, on va dire que c'est le grand rush. Vous êtes coach scolaire, on en parlera tout à l'heure avec vous. Merci beaucoup d'être là. Tissem Benjeloun, bonjour Tissem. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous Avec êtes psychologue plaisir. clinicienne. Et avec vous, justement, ces informations médicales sur Internet nous rendent-elles hypocondriaques? Vous m'avez dit, on appelle ça autrement aujourd'hui. Vous nous en direz un peu plus dans quelques instants. Merci beaucoup d'être là. Et puis à vos côtés, celle qui va nous donner le mode d'emploi des fruits secs pendant ce mois sacré du Ramadan, c'est vous, docteur Baha Rabia. Vous êtes médecin nutritionniste. Marhaba Lalla. Merci beaucoup d'être là. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir, mesdames. Merci à toutes d'être là. Je ne peux pas dire et à tous, à toutes d'être là et que à toutes d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on va commencer par ces infos sur Internet. C'est notre premier sujet de cette heure à passer ensemble. Ces infos nous rendent-elles hypocondriaques? C'est tout de suite. On en parle avec vous, petit Sam Benjeloun. Merci encore une fois d'être là. Plaisir. Donc, vous allez nous dire quel impact ça a sur notre psyché. C'est comme ça qu'on le dit. Mais avant, une définition de ce qu'est l'hypocondrie. Et qu'en est-il de ces infos médicales pour les médecins eux-mêmes? On regarde un reportage et on revient tout de suite. L'hypocondrie, c'est quoi? C'est un trouble mental qui est caractérisé par une crainte excessive d'une maladie grave, alors que le sujet, il n'a rien. C'est une espèce d'anxiété que ressent le malade, et pour cela, il va voir beaucoup de médecins. Pour ce qui est de l'Internet et l'éducation médicale, personnellement, je suis contre. Je préfère que l'Internet soit réservé au corps médical enseignant, aux étudiants, aux médecins, en général au corps médical. Ces personnes savent chercher dans l'Internet. Ils connaissent tous les effets. Mais pour ce qui est des patients, mieux vaut qu'ils ne s'amusent pas à voir énormément ce qui se passe. Quand on propage des maladies qui ne sont pas effectives, la population s'inquiète. Les gens, ils s'inquiètent. Et là, ça peut aboutir à des maladies très sérieuses, ne serait-ce que pour le cas de la grippe. Dès que les gens commencent à parler de grippe, ils s'inquiètent, ils s'affolent, ils vont chez les médecins. Parce qu'ils ont vu au niveau de l'Internet ce qui se passe. Alors que normalement, il n'y a absolument rien. Ce patient qui va commencer à chercher les effets secondaires, la maladie elle-même, qu'est-ce que c'est, les contre-indications, il va avoir une douleur morale. S'ils veulent avoir des renseignements, ils n'ont qu'à s'entretenir avec leur médecin traitant, qui a confiance en eux, ils ont confiance en lui. Ils peuvent très bien discuter ensemble de quelle que soit la maladie qu'il a. Et à ce moment-là, tout le monde sera gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, petit Sam Benjeloun, justement? Est-ce que Internet amplifie un petit peu toutes les informations? Est-ce que nous, qui ne sommes pas des spécialistes, nous ne devons pas aller chercher ces infos médicales sur Internet? Alors,
j'entends ce que dit le médecin juste avant, sur le reportage, mais est-ce qu'on peut réellement dire, enfin, on est pour, on est contre, il est contre, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas interdire aux gens d'aller sur Internet. Aujourd'hui, Internet est accessible pour tous, à tous, et ça peut devenir une compulsion sur certaines personnes. Il y a des dangers, c'est vrai, mais Internet, on ne va pas la diaboliser. Il y a des choses très pertinentes à aller lire sur Internet, mais il faut savoir... Mais on sait, c'est ça le problème. C'est il faut savoir doser. Mais nous, on ne sait pas doser. C'est-à-dire que quand par exemple, on va chercher mal de ventre, surtout pour les enfants, même pour les adultes, mais on a une série de causes, on nous dit ça peut être ça va de la cause la plus banale à la plus grave, et donc forcément on se dit, et si c'était la plus grave? Nous, on n'a pas cette demi-mesure. Exactement. Le risque, c'est d'aller sur Internet pour remplacer le médecin, pour que Internet nous donne un diagnostic. Et c'est vrai que le docteur a raison. Beaucoup de gens maintenant, 1 personne sur 3 va consulter sur Internet pour avoir, dès qu'elle ressent le moindre petite chose, elle va consulter sur Internet. Mais elle tape des mots qui ne sont pas les mots-clés. Et c'est vrai que sur Internet, quand tu tapes mal de tête, il va tout de suite sortir cancer cérébral. Donc c'est clair qu'il faut savoir mesurer. Donc, ça ne vous dérange pas, vous, justement, par exemple, je vous pose la question d'une autre manière. Est-ce que vous ne recevez pas aujourd'hui un autre profil de patient anxieux à cause de ces infos sur Internet? Alors, c'est clair que ça rajoute que vous parlez d'hyperchondrie. Ce que provoque Internet, c'est la cyberchondrie. C'est une hypochondrie, comme l'a décrit le monsieur à la télé, c'est-à-dire c'est une préoccupation excessive de son état de santé et on est à l'écoute du moindre petit bobo et on s'inquiète et on s'affole et on le grandit. C'est ça. Maintenant, la cyberchondrie, c'est le fait d'aller, c'est une manie d'aller chercher sur Internet au moindre petit signe. Et ça s'affole et on rentre dans un espèce de cercle vicieux parce que j'ai ce petit bobo, forcément je vais trouver sur Internet ces symptômes, je vais lire et le problème c'est que ce que je vais lire, je ne vais pas savoir le trier parce que je vais lire plein de symptômes que j'ai, mais je ne vais pas lire ce que je n'ai pas. C'est ça. Et effectivement, ça, c'est le travail du médecin, d'écouter les symptômes, d'aller fouiller dans ce qu'il y a. Et du coup, ça crée de l'angoisse, ça crée une anxiété, ça crée des effets secondaires parce qu'on se met à ressentir ce qu'on lit. On lit que je vais avoir des boutons. Et comme par hasard, je vais avoir des boutons, des rougeurs, du chute de cheveux. Et comme par hasard, l'anxiété fait qu'on va somatiser jusqu'à créer le symptôme qu'on est allé lire. Donc, la cyberchondrie existe parce que 70% des gens vont voir sur Internet, qu'on le veuille ou non. Mais maintenant, il faut les guider sur la façon dont on va lire sur Internet. Vous pensez que c'est ça la solution? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Pas forcément. Est-ce qu'on a le choix? Le patient et la personne est devant son ordinateur. On ne va pas rentrer chez lui et lui interdire. Maintenant, et c'est vrai que les hypochondriaques et les cyberchondriaques savent qu'ils ont cette manie. Donc, ils ne sont pas passés comme le commun des mortels de juste aller chercher. Nous, on va aller chercher, mais on va savoir trier, puis on va passer outre. Alors que l'hyperchondriaque ou le cyberchondriaque, il va aller chercher et il va aller rechercher. Plus il va trouver, plus il va... Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Moi, je suis entourée de personnes, quand on échange, j'ai été sur Internet et j'ai passé des heures à chercher et c'est pas une personne, c'est plusieurs. C'est ce que je disais, c'est une personne sur 3. C'est 70% de la population qui cherche sur Internet. Mais moi, vous, on peut aller chercher sur Internet et je ne vais pas forcément m'affoler. Non, moi, je peux m'affoler. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est que vous êtes psychologue, vous êtes outillé pour. Mais moi j'interviewe le psy, je ne suis pas psy. Et c'est là où on va rejoindre le docteur qui est passé sur le reportage. C'est que si vous savez que vous êtes en risque d'angoisse et que votre niveau d'angoisse monte très vite, n'allez pas sur Internet, allez consulter votre médecin, demandez-lui son avis et c'est lui qui va vous aider et vous orienter. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec les diagnostics comme ça qui sont donnés sur Internet, les Allo docteurs, des choses comme ça, la crédibilité du médecin, complètement, elle tombe. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait le docteur, c'est que le médecin aujourd'hui est remplacé. C'est ça le danger. C'est qu'on ne peut pas. Le médecin est irremplaçable. Il faut aller le consulter. Et aujourd'hui, le patient, quand il arrive chez le médecin, il arrive avec un diagnostic déjà fait. « Allô, docteur, j'ai ça, je viens vous voir, donnez-moi tel traitement. » Et le médecin perd énormément de temps à démonter
toutes les croyances du malade. Donc la consultation qui normalement devait durer 10-15 minutes, elle va commencer à durer 30 minutes. On va commencer à parler encore d'angoisse. On va probablement orienter vers une psychologue pour faire ce travail de désintoxication d'informations. Et travailler sur toute la souffrance que ça engendre. Complètement, parce que ça engendre beaucoup de souffrance, justement. Ouais. D'où la question, est-ce qu'Internet nous rend hypochondriaques? Est-ce que ces infos médicales nous rendent hypochondriaques? Dans la mesure où, est-ce qu'on est prédisposé, ou bien, finalement, on peut tous le devenir? Je pense qu'il y a une... Parce que l'info est là et qu'on ne sait pas gérer cette info et donc finalement on s'emballe. Alors il y a des gens qui sont plus sujets que d'autres à une forme d'anxiété importante. On est tous sujets à une forme d'anxiété, mais si il y en a qui arrivent à gérer et qui savent gérer, mais si on lit trop, si on voit qu'on commence à rentrer dans une espèce de manie, mieux vaut se retirer. On peut tous tomber dans ce piège. Tout le monde peut devenir cyberchondriaque, tout le monde. Mais maintenant, on se connaît. On peut prendre un peu de recul et se dire, bon, je vais savoir trier, il faut que je tape certains mots-clés, il y a des choses à dire, à aller voir, aller consulter. Voilà, une des choses qu'il faudrait faire, c'est d'aller consulter, mais les sites officiels. C'est ça. Les sites de l'ordre des médecins, des choses qui sont et puis fiables, son médecin, fiables avec une vraie source. Et puis de toutes les manières, le médecin est irremplaçable, clairement. Zineb, vous voulez poser une question à Abtissem? C'est très clair. Vous entendez commenter tout à l'heure pendant le reportage. Oui, c'est-à-dire que j'ai bien compris la définition d'Abtissem entre la différence entre l'hypochondriaque et la cyberchondrie. Moi, je me retrouve beaucoup dans l'hypochondriaque, ceci dit, dans la cyberchondrie, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une paranoïa qu'on peut avoir suite à des interprétations non nuancées, surtout. Ça m'arrive évidemment de checker pour mes enfants, pour moi-même, mais c'est juste au préalable, avant d'aller voir le médecin pour moi. Et puis souvent, moi aussi, des fois, j'ai des formes d'anxiété, donc tout de suite, dès que je vois que c'est exagéré, ben, je sors rapidement. C'est ça. J'essaie de ne pas trop perdre mon temps dedans parce que je me dis, je vais enflammer mon imagination, alors je vais essayer de reculer tout de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que cette information qui est là, qui est gratuite, qui est tout de suite accessible, elle donne envie finalement. C'est ça le risque. Mais ce que tu dis est intéressant, c'est-à-dire que toi, ce qui ne fait pas de toi une cyberchondriaque, c'est que tu sais t'arrêter et ton médecin reste ta référence. Mon médecin alors reste que ma le référence. cyberchondriaque, c'est pas le médecin sa référence. C'est ce qu'il va lire qui est sa référence. Il va plus croire ce qu'il lit parce que ça l'emballe et qu'il est emballé dans tout ça et puis ça le conforte. Il se dit, ah, tu vois, j'avais raison d'avoir peur. Regarde, et je lis, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Alors que toi, tu restes... C'est ça. Tu restes à ta place. C'est ça. Et tu gardes la place du médecin en priorité. C'est ça. Après, la question que je pourrais poser à Abtissem, c'est est-ce qu'il n'y a pas une prédisposition de ces personnes-là qui se nourrissent d'informations fiables ou non fiables de par leur prédisposition d'angoisse ou bien le fait qu'ils aient besoin toujours d'être accrochés à la mauvaise nouvelle. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pessimistes, qui aiment la négativité, et donc dès qu'il y a peut-être une mauvaise information, ou bien une mauvaise information, mais une mauvaise nouvelle suite à un mot-clé, ben, ils se nourrissent de ça. Ah ouais, oui, non, mais effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui est sujet à la cyberchondrie ou à l'hypochondrie. Ça veut dire que tu as une prédisposition à l'anxiété. Et c'est pour ça que, étant donné qu'on est conscient de notre prédisposition à l'anxiété, il vaut mieux se prémunir et écarter ces risques et ne pas aller trop sur Internet. C'est ça. Baha, un petit mot sur ce sujet? Oui. On passe à la question des... Tout à l'heure, vous avez dit que le médecin est irremplaçable. Moi, je dirais que le problème, c'est que le médecin est mal remplacé par cet outil. C'est-à-dire qu'il n'est pas remplacé, mais il est mal remplacé. Je trouve que là, la notion de médecin de famille serait vraiment le meilleur remède parce que là, c'est un problème de confiance entre le patient et son médecin et l'accessibilité. Donc, dès que le médecin est accessible et qu'il connaît tout le problème de la
la famille serait peut-être un outil de contrer cette cyberchondrie, en tous les cas chez les patients qui ne sont pas prédisposés, mais qui risquent de devenir plutôt cyberchondriaques, c'est ça. Donc moi je pense que c'est un sujet très intéressant. C'est ça, il faut travailler le rapport de confiance qu'on peut avoir avec son médecin traitant. Complètement. Et l'accessibilité Ben, du médecin on pose des petites pierres et on construit dessus au fur et à mesure dans l'émission. Merci beaucoup, petit Sam. On a une question pour vous de la part de Houda qui vous dit, de la part de Mouad qui vous dit, quel sérieux peut-on attribuer aux très nombreux sites médicaux d'Internet? Quel sérieux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut leur donner une crédibilité? C'est ça. C'est ce que je disais, il faut aller sur certains sites qui sont des sites qui sont connus, par exemple le site de l'Ordre des médecins, les associations professionnelles, et surtout pas aller sur des blogs et des forums où effectivement des gens partagent leur expérience, mais ils sont dans des choses qui sont singulières à eux. Donc il vaut mieux rester sur l'information globale, juste une définition, quelque chose d'assez sommaire, ne pas rentrer trop dans les détails, parce que là, ça devient dangereux. Merci beaucoup, petit Sam. On continue l'émission ensemble. On va parler tout à l'heure des fruits secs. C'est la saison de grande consommation des fruits secs. On en parlera avec vous, docteur Baha Rabi. Mais pour l'heure, on va gérer un petit peu les émotions de nos petits. On se retrouve tout de suite, pardon. Ça m'arrive de stresser vu que je suis dans une période assez difficile de la scolarité. En 6e. J'ai déjà vécu un moment de stress. Je voulais rester à la maison et je voulais pas partir à l'école. Voilà. Ça m'arrive de stresser parce que j'ai pas envie d'aller à l'école parce que à la maison c'est plus amusant. À chaque fois que je fais une éval, je dois avoir la même note que la précédente. Actuellement, mes notes sont excellentes, mais j'aimerais que ça continue comme ça. Et je sais qu'à un moment, j'aurai une mauvaise note et ça me stresse. Eh ben, c'est incroyable, mais ils savent vraiment parler de stress, ces bouts de chou. C'est incroyable, hein? C'est ça, c'est ce que je vois. En plus, c'est de plus en plus jeune aujourd'hui. C'est ça. Avant, c'était plus le lycée, seconde, première, terminale, préparation. Avant, le stress, c'était pour ceux qui bossent? C'était aussi déjà, et puis là, c'est plutôt le primaire. Donc le stress, c'est complètement inhérent pour la santé. Le stress, il fait partie de nous. C'est une attitude que l'on porte. Tantôt, il est positif, tantôt, il est négatif. Le stress positif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'enthousiasme, l'excitation, la veille d'un anniversaire, d'un événement, d'un mariage. Le stress positif, il existe tous les jours, on ne s'en rend pas compte. Et puis le stress négatif, c'est toute la préparation qu'on peut avoir avant un événement, suite à un événement peut-être inattendu, ou bien une préparation d'un examen, ou bien tout simplement... donc le stress, il fait partie de nous. Mais c'est normal que des bouts de chou de cet âge-là soient déjà mis en situation de stress. Vous les recevez en cabinet, vous, Zineb? Oui, effectivement, beaucoup. Et puis, généralement, avant, c'était surtout l'histoire de chacun. Voilà, peut-être que c'était un événement familial, une situation familiale aussi qui était un peu compliquée. Aujourd'hui, c'est l'école, c'est l'écosystème, c'est la cour de récréation, c'est le copain qui a dit que, et donc, du coup, l'enfant refuse de repartir, ou bien les attentes des parents, généralement. Les parents, ils ont aujourd'hui des attentes qui sont très grandes. Une exigence, une réussite scolaire très tôt. C'est-à-dire, à partir du CP, il faut que mon enfant soit parmi les 5 premiers. Ou bien il y a le test. C'est encore d'actualité, ça, malgré le fait qu'on essaye de sensibiliser au maximum. Et puis aussi, l'école a fait un effort, parce qu'aujourd'hui, l'école évite au maximum les notes. Ils ont des notations de couleurs pour éviter qu'il y ait un 19 ou un 7 sur 10, etc. Et puis aussi, il y a le stress que je retrouve chez les plus petits pour le test d'entrée dans les missions ou bien dans les écoles privées. Donc aujourd'hui, c'est un stress qui est transmis par les parents. Qui est transmis généralement par le cadre familial. Généralement. Après, il y a des prédispositions aussi d'enfants qui sont stressés. Et puis, le plus important, c'est de savoir comment l'enfant reçoit son stress. Quelles sont ses perceptions? Est-ce que c'est plus cognitif, comportemental, physique? Est-ce que l'enfant il a mal au ventre, au cœur? Est-ce qu'il a l'impression d'être complètement égorgé? Est-ce qu'il a les mains moites? Est-ce qu'il sue? Est-ce qu'il a envie de boire? Donc le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'il perçoit, est-ce qu'il reçoit cette sensation. Et ensuite,
nous essayons de voir quels sont les facteurs. Donc, généralement, lorsque je Est-ce fais qu'on peut s'arrêter d'abord sur les manifestations? Comment je peux savoir que mon enfant stresse? Parce que nous, les adultes, on peut le dire. Oui. On sait mettre le doigt dessus. Oui. Visiblement, eux aussi, je suis justement impressionnée. Mais est-ce que tous nos enfants savent dire qu'ils stressent? Ils savent exprimer, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des ateliers complètement ludiques pour savoir comment est-ce que l'enfant stresse, on met en place de grands tableaux d'émotions pour que l'enfant puisse se retrouver. Et puis, il y a des symptômes qui sont très différents des uns des autres. Par exemple, il y en a qui vont tout simplement bégayer. D'autres, ils vont ne pas dormir le soir. D'autres, ils auront des symptômes physiques tellement forts comme avoir envie de vomir ou bien avoir des crampes abdominales. Donc, du coup, les enfants expriment. Ils se disent, voilà, peut-être que c'est pas le stress, mais alors qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je n'ai pas la même sensation que lui. Donc, du coup, je leur explique que toutes les sensations sont différentes et qu'il faut peut-être juste m'expliquer qu'est-ce que vous ressentez et que même, par exemple, des fois, c'est des tocs. Souvent, c'est des tocs. Donc, du coup, Ils vont apparaître carrément. qui vont apparaître. Donc, du coup, il faut savoir les rendre perceptibles pour qu'on puisse leur dire, voilà, donc ça, c'est un symptôme de stress. Et donc, si vous l'avez, ce symptôme de stress, essayons de comprendre quels sont les facteurs. Donc, il ne faut pas dire à son enfant, mais arrête de stresser, pourquoi tu stresses? Comme si on parlait à un adulte. Voilà, peut-être, exactement. C'est ça. Donc, avoir une communication plutôt nuancée avec l'enfant lorsqu'on leur parle de stress. Et ensuite, les facteurs. Les facteurs sont très importants parce que est-ce que c'est un facteur, est-ce que c'est le facteur scolaire? Est-ce que c'est le parent qui envoie le stress C'est ça. à l'enfant? Est-ce que c'est dans la maison? Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc, à partir de là, on essaye de comprendre d'où est-ce qu'il vient le stress. Bien sûr, lorsque ce sont des petits soucis faciles à traiter, à ce moment-là, je reçois les parents. Car les parents sont la clé donc, de la gestion du stress pour l'enfant. Je reçois les parents et puis, des fois, le parent, tout de suite, il me dit, franchement, je suis stressée au travail et je ne le réalise pas. Et donc, je ramène mon stress inconsciemment à la maison. Et donc, du coup, il y a un transfert qui se fait. Et c'est toujours, c'est toujours... Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, au niveau des enfants, il faut qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent d'abord reconnaître les émotions, qu'ils puissent savoir comment le stress agit, ensuite trouver les facteurs et à partir de là, on trouve les solutions. Lorsque les solutions sont généralement l'école, on essaie de voir est-ce que c'est le cadre scolaire, est-ce que c'est avec le prof, est-ce que c'est dans la cour de récréation, est-ce que c'est l'enfant qui est moyen et qui cherche à aller au-delà de ses performances. Donc, à partir de là, on va travailler les méthodes de travail. Si c'est avec les parents, on essaie de trouver une communication. Lorsque c'est au-delà de mon projet, bien sûr, je fais appel aux psychologues, aux pédopsychiatres et puis tous mes partenaires qui sont là pour nous aider pour la même cause. Donc, à partir de là, on essaye de trouver est-ce que c'est palpable. Lorsque c'est palpable, on trouve des solutions. Lorsque c'est des problèmes beaucoup plus profonds avec la famille, avec les parents, avec un divorce difficile ou bien avec des parents qui sont tout simplement très exigeants avec leur enfant, à partir de là, on trouve des canaux de communication. Oui, c'est peut-être la situation la plus compliquée quand le stress émane des parents. Exactement. Parce qu'il faut d'abord que les parents prennent conscience qu'il faut... qu'il faut pas faire de transfert. Qu'il faut lâcher. C'est tout prise. un travail aussi sur l'adulte. C'est ça, et puis à quoi ça sert finalement? Parce que peut-être que si l'enfant, on le laisse dans sa liberté totale, il peut donner de très belles choses. C'est ça. Laisser l'enfant l'enfant est un petit peu pris en otage dans ce genre de situation. Il est pris en otage, c'est exactement ça. Ouais. Et puis, il veut plaire aux parents, il veut être sûr de ses performances. Donc, du coup, il ne sait plus où aller. Donc, du coup, il y a un signe de stress qui va s'évacuer. Et puis, on l'espère toujours que ce soit un signe qui soit facile à détecter, que ce ne soit pas un TOC plus compliqué ou bien... Absolument. Alors, le sujet fait réagir les parents, mais on va d'abord marquer une pause. D'accord. Et on revient pour continuer. À tout de suite. Allez, deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui dont On se dit tout, beaucoup de sujets. Nous avons parlé de la cyberchondrie. Est-ce qu'Internet nous rend hypochondriaques? On en a parlé avec vous, Ptissem Mejloun. On parlera des fruits secs dans un petit moment avec vous, Baha Rabia. Et puis pour l'heure, on continue avec ce sujet de gestion de stress chez les tout-petits. Avec vous, Zineb Lamati, coach scolaire. Nous sommes arrivés aux questions des parents. Alors Maria vous dit comment repérer les premiers signes de stress chez mon enfant. Alors justement, lorsque c'est une maman qui pose la question, c'est la meilleure personne
qui pourrait détecter le signe de stress, les signes de stress chez son enfant, parce que l'enfant, il peut commencer soit à devenir très calme, raser les murs, ou alors le contraire total, être plutôt agressif, ou alors tout simplement un changement comportemental, ou avoir des petits tics verbaux ou physiques. Donc c'est palpable, c'est facile à voir. C'est-à-dire Il y a un changement dans le comportement. En espérant que ce soit facile à voir, il y a un changement comportemental. Mais la maman ou le papa sont les premières personnes à faire attention. C'est ça. Et l'autre question, Zineb, que ça vous dit, un enfant de 2 ans peut-il souffrir de stress? Alors 2 ans, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est peut-être la toute petite section. C'est un monde de jeu, d'inconscience, d'insouciance. Supposé être. Supposé être. Après, si le stress arrive d'ailleurs des parents, peut-être que oui. Peut-être que oui. Donc je laisse la parole à Petit Sam, qui est psychologue. C'est possible, Petit Sam, un stress aussitôt? En fait, c'est quoi le stress? C'est un emballement émotionnel. C'est recevoir une émotion ou ressentir une émotion qui est trop forte. Donc un enfant, même dans le ventre de sa maman, peut ressentir le stress de sa maman. Un enfant qui va arriver dans un contexte et dans un cadre avec un stress et des émotions fortes, va le ressentir. Pourquoi il ne les ressentirait pas? Puisque c'est un être d'émotion. Parce qu'on a toujours pensé que le stress, c'était pour les adultes. Mais c'est parce que ça dépend de la définition que vous donnez du stress. Le stress, c'est aussi ressentir des émotions qui sont dans un degré plus fort. C'est des émotions, mais pas normales, pas agréables. Pas agréables. Ressentir quelque chose qui n'est pas dans l'habitude. C'est ça. Et l'enfant, justement, ne serait-ce que dans le regard de sa maman, quand elle est stressée, quand elle n'est pas bien, quand elle est triste, c'est ce qu'on appelle l'accrochage affectif, l'attachement avec la maman, c'est justement ce regard. Et il le sent dans le regard de la mère, dans la manière dont elle va le tenir, dont elle va lui donner le sein, dont elle va l'accompagner à l'école ce jour-là quand elle a eu un stress au travail. Il y a énormément il ressent. Alors justement, le stress, il va ressentir, il va absorber. Et toute l'intelligence émotionnelle du parent et de l'enfant, c'est de justement pouvoir en parler. On sait qu'on n'est pas bien, alors il faudrait pouvoir dire à son enfant, écoute, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon état normal. Aujourd'hui, je ne vais pas très bien, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. Ça ne t'appartient pas, ça n'a rien à voir avec toi, c'est mon émotion. Même quand c'est un bébé? Bien sûr. Même quand il est dans le ventre de la maman? Même quand il est dans le ventre de la maman. Il y a un inconscient il y a un transfert entre on recommande souvent que quand la maman est enceinte, qu'elle communique avec son enfant. Ça, c'est un autre volet. On pourra en parler. On pourra en parler, exactement. Merci beaucoup, Zineb Belhamati, d'avoir été là. Je pense que les parents et les enfants, et encore une fois, les enfants surtout, sont un peu plus détendus. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que les parents prennent bien sûr, les parents, et je voulais juste finir par le fait que les écoles aujourd'hui sont à l'écoute de cette notion de gestion du stress, car souvent on fait appel à moi pour animer des ateliers pour les 6e, 5e, 4e, etc., de la gestion du stress dans les écoles, dans les classes, collège. Et voilà, pour l'instant, c'est le collège. Et puis, je trouve que les écoles font aussi un effort pour travailler dans ce sens. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là, Zineb. On continue. Alors, je sais que ce n'est pas le moment de vous poser la question. Vous avez faim un peu, mesdames? Oui. Vous avez envie de passer en cuisine? Qui c'est qui aime cuisiner? Moi, j'aime voir cuisiner. Oui, oui, cuisiner. J'aime bien, mais à l'occasion. Mais à l'occasion. Et si on vous proposait un petit cours avec un chef, ça vous dirait? C'est parfait. On y va. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de tester pour vous un atelier de cuisine gastronomique puisque nous avons été invités par un chef pour réaliser la recette d'une petite chehiwa pendant ce mois sacré de Ramadan à réaliser chez vous ou pour vos invités. Alors je vous invite tout de suite à me suivre, mettre la main à la pâte, direction la cuisine. Bonjour chef Abdi. Bonjour Othman. Comment ça va? Super et toi? Écoute, merci déjà beaucoup pour ton invitation. Mais merci d'être venu. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu nous as préparé pour nos téléspectateurs comme petite chehiwa pour Ramadan? On va se lancer sur un petit feuilleté de saumon frais, brocoli, servi avec une petite sauce aigrelette à base d'herbes fraîches. Alors moi qui ne sais pas cuisiner, tu sais que c'est impossible que je réalise ça. Hein. Mais c'est pas bien grave, on va faire ça ensemble et c'est surtout facile à réaliser chez soi à la maison. Tout d'abord, je vais te filer une petite veste de cuisine, je vais te la chercher. Voilà,
Ça va aller? Alors je remarque que tu as quand même 2 drapeaux sur ta veste, donc il y a le drapeau du Maroc, et celui-là, si je le reconnais bien, c'est la Belgique. Comment ça se fait? Alors déjà, je suis né en Belgique, de famille restaurateur, et j'ai commencé très tôt en cuisine. Je suis rentré dans un cercle d'apprentissage avec un parcours étoilé, et j'étais très jeune chef à 19 ans, donc j'ai eu ma première place. Eh bien, on est très fiers d'avoir un chef marocain renommé à l'international. Ah ben merci. Alors, quelle est la première étape pour réaliser ce feuilleté au saumon? Donc tout d'abord, on va sortir notre saumon du frais. Alors on a notre filet de saumon, on a notre pâte feuilletée, ici on a notre crème. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors je vais te mettre la main à la pâte, tu commences à faire une petite abaisse au milieu. Et là, on pétrit la pâte, on a fait une recette pour combien de personnes? Donc là on est sur 5 personnes, donc une petite famille sympa. Ici Antoine, si je peux te demander de prendre cette petite dorure, et on va faire juste une petite soudure, laisse faire. Je mets que sur les côtés. Oui. Ici on met un peu de thym, un peu de sel. Une petite pincée? Voilà, vas-y, je t'en prie. Du poivron molli pour cette recette. Prends nos tourguettes, on la dispose. On prend nos petits brocolis, les mettre juste l'un derrière l'autre. Voilà, je t'en prie. Produira directement sur notre plaque. Super, tu fais ça comme un chef. Voilà. Là, c'est une question de dextérité. Tu fais ça gentiment. Tu mets bien tes doigts partout. Tu sers bien. Un petit pillage ici. Où est-ce que j'en mets? Par-dessus? Voilà, tu peux y aller. On a notre petite tomate cerise. Tu veux les couper en 4. Super. Et tu enlèves juste un peu de la pulpe. Petite graine de sésame. On va mettre un peu de couleur là, comme ça. Donc je vais la mettre au frigo, Hotman. Et d'ici 10 minutes, on en fournira. Là maintenant, on va se lancer dans une petite crème aux herbes. Donc là, je vais mettre la petite crème à réduire, ici. Toi, en attendant, Hotman, tu vas me hacher les herbes. Tu es venu pour apprendre. Je suis venu pour apprendre. Tu mets tes petits doigts et gentiment, voilà. Donc maintenant, on va prendre notre plaque de saumon. On va l'enfourner au four à 180 degrés pour une période de 15 à 20 minutes, Hotman. Là, on va mettre toutes les herbes. Voilà. On arrive à notre sauce à terme. Je pense que notre petit feuilleté doit être prêt. Oh, magnifique. Ah, ça donne faim. Là maintenant, on va faire notre petit taillage de feuilletage. Le mieux, c'est de faire des petits tronçons. On voit bien le saumon qui est bien rose ici. Là, tu fais un peu l'artiste. Là, tu mets 2-3 branches comme ça. C'est d'ailleurs très artistique de faire la cuisine parce qu'on mélange plein de choses, plein de Voilà, goûts. du moment que c'est une cohérence. Super. Je vais juste te mettre un peu la ciboulette un peu plus dans le vin. Si tu veux me rajouter une petite tomate cerise. Voilà, Hotman, nous arrivons au terme de notre recette. J'étais vraiment très très content de partager cette recette avec toi. Tu as été vraiment un élève attentif, passionné et très agréable. Donc c'est vraiment quand tu veux. Eh bien écoute, merci beaucoup chef Abdi parce que toi de ton côté tu es un chef professionnel, Merci. rigoureux, créatif et c'était un plaisir de faire cette recette aujourd'hui avec toi parce qu'elle est très élaborée mais la réalisation est simple et honnêtement si j'ai réussi à la faire, je pense que tout le monde peut réussir à la faire. Chers téléspectateurs, quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité et Yasmine, je te rends l'antenne. Eh ben, on peut te dire qu'on aurait bien voulu rester avec vous, hein, parce que ça avait l'air tellement bon. Et la recette, n'est-ce pas? On a faim. C'était une superbe recette. Elle est facile à réaliser quand même. Oui, ne me demande pas surtout est-ce que c'est bon pour la santé ou Santé pas, ou parce pas. que l'essentiel, c'est que c'est bon. C'est bon, exactement. Ah, Pas c'est de bien si c'est vérité. une diététicienne qui nous le dit. Non, C'est non, génial. c'est bon, ça a l'air Elle ne bon. veut pas rentrer dans les détails des ingrédients. Voilà. C'est Exact. bon, ça reste, c'est bon pour un repas plaisir. Il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se priver, Voilà, exactement. Alors justement, Zineb, ça vous tente à tester ou pas? À tester tout de suite. Tout de suite. J'ai l'impression que c'est facile. On donc, sort d'ici, on va faire les courses. on fait ça. Parfait, c'est parti. Allez, on continue avec vous. Tout de suite, vous êtes notre médecin nutritionniste. Oui. Les fruits secs, mode d'emploi. Alors, Rabia, vous êtes médecin nutritionniste. Donc, pendant le mois de Ramadan, on mange plus de fruits secs sous toutes les formes, torréfiés, crus, cuits, bref, un peu à toutes les sauces. Maintenant, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour la santé? On va voir ça avec vous. Mais nous sommes allés à la rencontre dans un endroit où on vend des fruits secs pour savoir si la consommation ou si les besoins changent pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce qui est privilégié? On regarde et on revient. Les Marocains consomment durant toute l'année les fruits secs. Ça fait partie maintenant de la tendance healthy. Le Marocain prend soin de sa santé. Mais on note une augmentation des ventes de fruits secs, les dattes, les noix, durant le mois de Ramadan. Parce que, les noix font partie des gâteaux préparés par les Marocains, shbakia, slo. Et puis, les dattes sont consommées sur la table de ftour, que ce soit les dattes algériennes,
égyptiennes, tunisiennes. Ces dernières années, on note une augmentation des ventes des sokari, qui est une variété de dattes aussi. Et puis, il y a le mejhoul en petit calibre, le mabroum, le ajwa, qui sont aussi vendus durant le mois de Ramadan. On note aussi un pic durant la dernière semaine de Ramadan, qui est l'île Sebaweshrin, et puis Eid al-Fitr, où les fruits secs sont aussi consommés, transformés, que ce soit des dattes farcies, des dattes fourrées, que ce soit des noix grillées, sucrées ou salées. Ces derniers temps, on remarque que le Marocain préfère acheter un plateau de fruits secs au lieu d'acheter des gâteaux. Alors justement, Dr Baha Rabia, est-ce que les fruits secs sont plus healthy, quelle que soit leur forme, ou c'est une croyance, fausse croyance? Oui, c'est une fausse croyance, pas sous toute leur forme. C'est-à-dire qu'il y a un mode d'emploi pour les fruits secs. C'est clair que quand elles sont nature, non sucrées, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est plus bénéfique parce qu'il n'y a pas, on ne rajoute rien. Les fruits secs sont plus concentrés en vertu, si on veut dire. Par exemple, ils sont plus. C'est vrai qu'il y a plus de sucre, mais il y a des fibres qui vont permettre de réduire leur indice glycémique. Donc c'est très bien, c'est un bon apport en glucides. C'est très bon parce que c'est très riche en potassium. Mais il faut. Bon, il y a plusieurs vertus, mais il faut faire attention au mode de consommation. Il faut rester vers les natures. Alors, on va passer en revue les stars du mois de Ramadan. La date, bien sûr. Bien sûr. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut savoir des dates? Alors, ce qu'il faut savoir des dates, c'est que toutes les dates, elles ont presque le même apport énergétique. Qu'elles soient petites ou grandes, le calibre C'est-à-dire, c'est bien sûr en grammage. En grammage. C'est à peu près la même composition. Elles sont très riches en potassium, qui est très important après toute une journée de jeûne. Donc, c'est bien. C'est bon parce que c'est riche en fibres. Ça apporte des sucres qui vont faire qu'on va avoir de l'énergie rapidement disponible après toute une journée de fatigue de jeûne. Donc, c'est excellent pour commencer le ftour. Ça, c'est clair. Mais combien? Alors, c'est combien? Moi, je vais parler de quelqu'un qui est normal, qui n'a pas de problème de santé. Je ne vais pas parler de diabétique, je ne vais pas parler d'insuffisants rénaux et tout ça. Ça, c'est une autre manière de prescrire. Par contre, pour quelqu'un qui se porte bien, on peut aller jusqu'à 3 dates, il n'y a aucun souci. Pas plus. Si on va aller vers plus, il faut, dans ce cas-là, retirer d'autres aliments. C'est-à-dire c'est-à-dire que finalement, les dates ne devraient pas être un surplus. Ça devrait faire partie de notre apport calorique de la. Moi, je connais des gens qui peuvent manger jusqu'à 10 dates par jour, pensant que c'est bon pour la santé, que c'est pas grave. Et c'est pour cela que moi, je préfère ne pas parler d'un aliment, des vertus d'un aliment, parce qu'en parlant des vertus d'un aliment, on a l'impression de le sacraliser, de dire que c'est bon, on peut en manger. Plutôt que je préfère parler d'une alimentation équilibrée. Et tu le sais, Yasmine, c'est toujours mes messages. Mais si on a une préférence pour les dates, il faut prendre en considération le rapport calorique dans notre assiette et dans notre menu de la journée. C'est ça. Donc les dates, pas plus que 3. Et là, bien sûr, on est en train de parler d'une personne qui n'a pas de diabète, qui n'a pas d'insuffisance rénale, qui n'a pas de maladie particulière. Exactement. Alors, date. Autre fruit sec par excellence, c'est la figue. La figue qui est très bonne parce qu'on sait très bien qu'elle a des vertus pour le transit. C'est comme les pruneaux. C'est très bon. Ça a à peu près le même apport calorique. Et moi, je dis souvent, je préfère qu'on mélange un jour date, un jour figue, que ce soit diversifié pour avoir. Mais pas tous le même jour. Si on peut, mais à condition, par exemple, on va dire une date, c'est l'équivalent d'une figue. Donc, si je prends 3 dates, je prends par exemple 2 dates et une figue. Mais pas 3 dates et 3 figues. Exactement, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter l'apport Et ça fait grossir?
Bien sûr que ça fait grossir. Tout ce qui est calorique, ça fait grossir. Mais on se dit c'est bon, c'est naturel, c'est des fruits naturels, alors, si c'est on du veut, sucre naturel. Si on veut augmenter la consommation d'une substance comme ça qui est calorique, il n'y a pas de souci, mais à condition pour augmenter la dépense. l'activité, voilà, parce qu'on sait que l'apport et les besoins, c'est un équilibre. Donc, pour cela, j'augmente l'activité. Par exemple, pour faire de l'activité physique, je peux aller jusqu'à 6 dates. Ça dépend si je fais, par exemple, une activité physique intense de 45 minutes, je peux aller jusqu'à 6 dates. Course à pied, au contraire, c'est très bon. Un paddle, n'est-ce pas, Zineb? Et c'est très bon parce que ça va permettre de récupérer ce qu'on va perdre dans la sudation, les micronutriments, essentiellement les minéraux qu'on va perdre dans la sudation. C'est bien de consommer des dates ou Elle a une question. J'ai une question à vous poser. En tant que marathonienne, j'ai un marathon bientôt. On nous dit c'est soit de prendre des gels, mais j'aime pas trop parce que c'est extrêmement sucré. Et moi, je le remplace par des dates. Pardon, mais le gel, c'est pendant que vous courez? Oui. Ok. Et parce qu'on doit revoir l'apport en sucre pendant qu'on court, parce que c'est quand même 5 heures d'effort ou 4 heures d'effort, ça dépend des gens. Et moi, je prends des dates que je mélange en faisant des petits bols d'énergie avec des abricots. Mais est-ce que vraiment, en quantité, combien je dois en prendre? Et est-ce que c'est vraiment, ça remplace les gels? Je facture... la consultation. La consultation. Alors, ça dépend du marathon que vous allez faire. La durée, c'est combien? C'est 42 km, donc c'est 4 heures d'effort, 4 heures et demie. 4 heures d'effort. Alors, normalement, pour ce genre... 100, je crois. Non. on va dire, pour chaque 45 minutes, on peut aller jusqu'à 6 dates. Donc, vous faites le calcul. Vous faites 6 dates pour 1 heure, donc vous multipliez. Donc, voilà. Donc, c'est bon parce que vous allez dépenser, et puis c'est bon aussi de prendre à la fin, parce que même après la fin de l'activité, il y a encore de la consommation de sucre, donc il faut, même à la fin, il faut en consommer pour récupérer. Merci beaucoup. Je facture à la fin. Ouais. J'ai mon carnet. Donc moi, je peux manger 6 dates. 6 dates par 45 minutes. C'est génial. Alors, on a aussi les amandes. Les amandes, pendant le mois de Ramadan, on les trouve sur la table. Les amandes et les noix. Est-ce que là aussi, il faut être vigilant ou pas? En termes de matière grasse cette fois-ci, et non pas en matière de sucre. La vigilance, elle doit toujours être là. Mais parce pourquoi? que je vais t'expliquer, parce que le problème, c'est que dès qu'on parle d'un produit, d'un aliment healthy, on a l'impression qu'on peut le prendre à volonté. Et ça, c'est la grave erreur. Tout aliment, il n'y a pas d'aliment poison, il n'y a pas d'aliment miracle. Tout est dans la quantité et dans la cohérence de sa consommation. Donc, si on peut dire que les dates, c'est très bon aussi. Par exemple, quand je vais prendre des dates, je peux mettre soit des noix, soit des amandes dedans. C'est très bien parce que ça apporte des oméga-3 qui sont excellents pour le système nerveux. C'est une bonne réserve d'énergie aussi, une énergie à consommation, si on veut dire, sur toute la nuit. Et puis, c'est-à-dire c'est du bon, si on peut dire, ça apporte les bons lipides qui sont... C'est du bon gras. C'est du bon gras qui protège aussi nos vaisseaux, et des études ont montré que c'est excellent pour les vaisseaux. Mais quand je dis excellent, ça ne veut pas dire qu'on se ruer sur... Mais là, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est des amandes... Alors, c'est salé, c'est pas bon, on ne consomme pas de sel. Non. Pour moi, il faut les manger à nature. Alors, pour les noix, la meilleure chose, c'est de les garder avec leur coque. Si on a enlevé la coque, il faut les mettre dans le réfrigérateur. Ah, d'accord. Oui, parce que sinon, ça va s'oxyder, et ça ne sera pas aussi bon que j'ai jamais consommé comme ça. Voilà. Les amandes, les amandes, non. C'est protégé, une bonne protection par la peau. Par contre, pour les noix, il faut le meilleur. Ça donne faim, tout ça, une émission très... Moi, j'ai envie de manger des fruits secs. Là. Oui, Zineb, vous nous disiez tout à l'heure que c'est important de faire le lien aussi avec notre sujet de stress chez l'enfant. Je pense bien, parce que, comme je vous ai dit, le stress fait partie de nous, et puis il est aussi engendré par 2 hormones, l'hormone de l'adrénaline et puis du cortisol. Et puis je pense que lorsqu'on parle de sucre, de gras, etc., le cortisol aussi induit dans ce sens-là. Donc l'apport en fruits secs est aussi important pour diminuer le stress en période d'examen, en période de marathon, de sport. Donc comment est-ce que, pour un enfant, est-ce qu'il y a une quantité à prendre pour les petits, pour peut-être 9, 10, 11 ou...
Oui, alors il faut apprendre aux enfants dès l'âge de 3 ans, je ne dis pas avant l'âge de 3 ans, parce que déjà avant l'âge de 2 ans, ce n'est pas bien de consommer les fruits secs. Donc à partir de l'âge de 2 ans, ils peuvent commencer par consommer des dattes. C'est pas bien de consommer, c'est pour les risques d'allergie? Non, pas seulement les risques d'allergie, mais c'est fausse route pour les petits. Et même pour le goût sucré, qui peut déformer un peu le goût de l'enfant. Vous savez, il y a tellement d'autres choses qui déforment leur... Oui, je dis quand on est dans cette éducation, des enfants vont mieux ne pas consommer de fruits secs avant. Donc, à partir de l'âge où ils peuvent le consommer, c'est bien de les habituer à une poignée de fruits secs mélangés. C'est bien parce que ça leur permet de goûter de tout. Et c'est un excellent goûter à emmener à l'école pour les enfants. Pour moi, c'est une corbeille de fruits à la maison à leur portée parce que ça leur donne l'habitude de grignoter des fruits et puis une poignée de fruits secs pour l'école, c'est un excellent, pour moi c'est une bonne solution et ça fait une éducation nutritionnelle qui va réussir, exactement. Alors on a la question de Leïla pour vous, Dr Baha, qui dit, est-il vrai que les raisins secs font grossir? Tout à fait. C'est un apport en calories. Les raisins secs, vous savez, les fruits secs sont tous plus riches que les fruits nature, sauf les raisins secs qui ont à peu près la même composition et surtout en sucre. Les raisins secs sont excellents et on le sait, mais faites attention à la quantité, je le dirais. Et au mélange, qu'est-ce qui vient avec? Qu'est-ce qui vient avec? C'est bien de manger des raisins secs et ne pas prendre, je ne sais pas, un morceau de gâteau. Je préfère prendre des raisins secs, remplacer, c'est du bon sucre. Mais est-ce qu'on peut les manger tous les jours? Ramadan ou pas? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, tous les jours, on prend son goûter, par exemple, avec une ration de fruits secs. Oui, c'est excellent. La ration, c'est-à-dire le goûter, surtout de l'après-midi, de prendre une pour les grands et les petits. Pour les grands et les petits, vraiment c'est une bonne chose. C'est la ration. Alors on va dire 2 amandes, une noix, une date, 3 ou 4. Vraiment 5-6 fois. Voilà. Il faut 2 amandes, vous avez dit. Oui, mais avec ça, je vais prendre une noix, je vais prendre des... Ben oui, c'est ça. C'est des équivalences énergétiques. Tout faux. Je suis dans l'excès total des fruits secs. Il y a même des gens qui ont arrêté de manger des viandes, et la viande rouge, et qui la remplacent par des graines. Je voulais vous entendre là-dessus. Oui, alors les fruits secs ne remplacent pas. On le sait, l'assiette, elle doit être équilibrée. Il faut qu'il y ait des protéines animales, des protéines végétales. Oui, les protéines animales, les protéines végétales, les lipides, c'est-à-dire il faut. Oui, alors ça ne remplace pas. Les viandes sont très bons pour le faire. On le sait très bien, c'est le risque d'anémie chez les végétariens, ça peut être le sujet d'un autre débat, mais les raisins secs ne remplacent pas un repas. Alors je reviens, je sais que tu es très très donc tu pas très petit peu. Tu fais le marathon, je sais. Non, j'ai jamais fait le marathon. Un 15, j'avais promis. Je ne l'ai pas encore fait. Mais la grande marathonienne, c'est petit Seb. Mais de toutes les manières, on peut, si on se fait plaisir avec il faut juste augmenter la dépense. Et moi, c'est ce que je préfère, quelqu'un qui mange assez et qui fait de l'activité physique que quelqu'un qui mange peu et qui ne fait pas de l'activité physique. Zineb aussi est très sportive. Toujours autant de paddle? Toujours. Une accro. Je voudrais faire autre chose, donc je vais essayer de faire un autre sport et puis de rééquilibrer. Avec moi. J'aimerais bien ça. Moi, je prends de Borak de Tanger à Casa pour courir. Donc, mais c'est vrai qu'avec je viendrai avec vous. Avec plaisir. Super. Ça serait génial. Voilà. Donc, raisin sec et sport. Raisin sec. Et après, on se fait un ftor avec le feuilleté et les fruits secs. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Super. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Alors, Tissem Benjeloun, merci. Vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute aussi. Zineb El Amati, vous êtes coach scolaire. Et Dr Baha Rabia, vous êtes médecin nutritionniste. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir pris de votre temps, de votre énergie et d'être venues donner de vous-même à nos téléspectateurs, donner de votre information. À très très vite. Très très bonne suite des programmes sur Médien TV. À très bientôt sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir. Merci.